Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition du Nouvel Esprit Public, au cours de laquelle nous nous efforcerons d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, avec Nicole Nisotto, professeur titulaire de la chaire Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, et avec Lucille Schmitt, membre du comité de rédaction de la revue Esprit. D'abord, je vous rappelle, ou plutôt avant que nous nous efforcions d'éclairer certains éléments de l'actualité, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire pour notre prochaine émission en public à l'école alsacienne le 10 mars. Je vous rappelle que vous pouvez, depuis le début de janvier, trouver sur notre site une rubrique chronique, alimentée, signée de votre serviteur, et que cette nouveauté s'ajoute au résumé écrit de nos conversations et de nos badas que vous pouvez trouver sous l'onglet « Lisez-nous » de notre site toujours. Vous pouvez donc nous entendre, mais encore nous lire, et nous avons remarqué que la fréquentation du site avait considérablement augmenté depuis que nous proposons cette possibilité de lire le résumé de nos conversations. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1. Cette semaine, il est consacré au référendum, qui, après avoir exhalé un fort parfum de bonapartisme, portera les espoirs d'un renouveau démocratique. La romancière suisse Pascale Kramer porte un regard critique sur les votations dont son pays est coutumier, sinon friand, et le philosophe Pierre-Henri Tavoileau s'inquiète des illusions qui entourent le référendum d'initiative citoyenne, le RIC. Le 1 propose également un coup d'œil instructif sur les pratiques états-uniennes et allemandes, et je rappelle que le nouveau trimestriel que lance le 1, Zadig, la revue qui se propose d'aller voir la France, de la raconter, de la rendre intelligible et donc transformable, Zadig a reçu sur le site de financement participatif KissKissBankBank un accueil très enthousiaste, et en lui apportant votre contribution, vous volerez au secours de la victoire, ce qui est un sentiment fort agréable, sentiment qu'éprouvent celles et ceux qui, en s'abonnant à notre podcast, en garantissent la pérennité et l'indépendance, et que nous allons maintenant remercier. Pour ma part, je remercie Bertille Hameau, Sophien Benbrahim, Pierre Bonsen, Sébastien Corona, Olivier Weiss. Jean-Louis Bourlange. Moi, mes remerciements vont à Alexandre Dejoie, à Fabien Redon, à Daniel Le Cousy, à David Rominté et à Martine Lenoble. Lucille Schmitt. Alors, je remercie Martine Dominique Tron, David Potier, Ulrich Steinhorst, Catherine Lestienne et Maxime Lorenzo, excusez-moi. Nicole Nisotto. Je remercie Christian Mavet, Philippe Vignal, Jacques Cordoliani, Hubert Quentin et Pierre Simon. François Bujon de l'Étang. Pour ma part, j'exprime nos remerciements à Jean-Noël Murat, Julien Miéral, Jacqueline de Guillen-Schmitt, Fulcran Tesrinck et Guillaume Launay. Je vous remercie. Nous allons maintenant nous intéresser à l'agriculture et à ses enjeux, puisque le 56e Salon de l'agriculture a ouvert ses portes le 23 février dernier à Paris pour 10 jours. Emmanuel Macron y a souligné l'excellence de l'agriculture française, mais surtout européenne, qu'il considère comme le seul rempart contre la concurrence des géants américains ou asiatiques. Le président s'est exprimé devant près de 500 personnes pendant 1 heure, dont une moitié de jeunes agriculteurs venus de pays européens. Il a appelé à réinventer la politique agricole commune, la PAC, pour défendre la souveraineté alimentaire européenne. Emmanuel Macron a également évoqué la question du glyphosate, un herbicide déclaré cancérigène probable chez l'homme en mars 2015 par le Centre international de recherche sur le cancer. Il a rappelé son engagement
d'en interdire l'utilisation d'ici 3 ans et annoncé que le vignoble français pourrait devenir le premier vignoble au monde sans glyphosate. En France, la viticulture reste en effet le secteur le plus gourmand en produits phytosanitaires, 20% des quantités consommées pour 3% de la surface agricole utile. La viticulture biologique a toutefois le vent en poupe, avec 9% des vignes, ce qui place la France en 3e position pour la production viticole biologique, après l'Italie et l'Espagne. Cet engouement pour les pratiques biologiques est en phase avec le choix d'une part croissante de Français en faveur de nouveaux modèles de consommation plus respectueux de la santé et de l'environnement. C'est le sens de l'appel à un lundi vert sans viande, lancé début janvier par un collectif de 500 personnalités, ainsi que de la récente campagne de l'Association interprofessionnelle du bétail et des viandes « Aimez la viande, mangez-en mieux ». Une autre tendance de fond observée est celle de l'engouement pour le mouvement locavore qui prône la consommation de nourriture produite près de chez soi. Plusieurs agriculteurs ont interpellé le président sur la faiblesse de leurs revenus. Depuis la fin des quotas laitiers européens en 2015, les éleveurs ont dû faire face à une hausse de la production qui a fait s'effondrer les cours mondiaux du lait. Au-delà des éleveurs, le mal-être du monde paysan se traduit par un taux de suicide très élevé. Un agriculteur se suicide tous les 2 jours. Sur cette question, Nicole Nisotto. Oui, c'est un sujet difficile, l'agriculture en France, parce l'agriculture condense des vérités très contradictoires. Par exemple, que la France est le pays le plus aidé par la PAC et en même temps le plus en crise. C'est pas tout à fait juste, j'y reviendrai. Sur la contradiction entre l'excellence d'une partie de l'agriculture française, les céréaliers, la viticulture notamment, et la crise dramatique de l'élevage. Contradiction entre la crise de l'agriculture et la prospérité phénoménale de l'agroalimentaire français. Là, on voit bien qu'il y a une tension très claire entre le producteur et le marché. Lactalis est le premier groupe mondial notamment. Et enfin, sur l'image même de l'agriculteur, à la fois protecteur de la nature, nourricier, mais en même temps le plus grand pollueur pour l'instant de la planète. Et donc, c'est toutes ces contradictions qu'il faut essayer de comprendre. Je vais au moins reprendre la première sur l'idée que l'agriculture française est en crise alors qu'elle serait le pays le plus aidé par la PAC. Et montrer que c'est pas exactement le cas. C'est vrai que la France a une position privilégiée au sein de l'Union européenne. D'abord, elle est le défenseur historique de la PAC depuis 1962. La PAC, c'est 40% du budget de l'Union européenne, 380 milliards d'euros sur 7 ans, et la France a tous les ans 9 milliards d'euros. C'est vrai que la France est aussi le premier producteur agricole de l'Union européenne, donc ça lui donne un poids considérable dans les négociations, mais elle n'est pas le plus grand bénéficiaire. Elle est le plus grand bénéficiaire en chiffres absolus, les 9 milliards. Mais si on rapporte les aides à la surface cultivée, elle est parfaitement dans la moyenne. Le premier, c'est Malte, ensuite vient la Belgique, ensuite vient les Pays-Bas, et donc c'est une image fausse que l'on donne de cette crise de l'agriculture française, comme si les crédits de la PAC étaient un gouffre sans fin, mal utilisé. On est parfaitement dans la moyenne, on n'est pas du tout le pays le plus privilégié, comme je viens de le dire. Mais malgré cela, c'est vrai que l'agriculture française est en crise depuis très longtemps, baisse de l'importance économique. Elle représente plus qu'aujourd'hui 1,51 du PIB, 2% de la population. En 10 ans, 1/3 des exploitations en France ont disparu. Vous avez parlé, Philippe, de la perte des revenus et du suicide de nombreux agriculteurs et surtout éleveurs. Et puis, la France perd aussi des parts de marché à l'exportation au bénéfice de l'Allemagne et des Pays-Bas. La France n'est plus aujourd'hui le premier exportateur de l'Union européenne. Elle est le 3e exportateur de l'Union européenne. Elle est le 6e exportateur mondial. Donc, on a perdu des parts de marché. Et effectivement, il faut s'interroger sur cette crise très différenciée selon les secteurs de l'agriculture. Donc, c'est surtout l'élevage, la viande bovine et le lait. Et je crois qu'il y a 2 raisons. Il y a une première raison qui est due à l'absence totale de stratégie française, de quels que soient les gouvernements, sur le rôle, la place, la fonction de l'agriculture en France. Et une deuxième raison qui est l'absence de réforme de la PAC. Sur la France, on avait le choix entre 2 modèles. Un modèle d'agriculture très industrielle, très intensive, qu'ont choisi l'Espagne et l'Allemagne, par exemple, avec les fermes à 1000 vaches ou les fermes à 3000 cochons.
Et deuxième choix, au contraire, une agriculture extrêmement technique, fondée sur la biodiversité, fondée sur la protection de l'environnement, donc une agriculture propre, verte, etc. Et en fait, la France n'a jamais choisi entre les deux, ce qui fait qu'on a une agriculture essentiellement avec des petites et moyennes entreprises d'éleveurs de viande ou de lait, et c'est ceux-là qui sont en très grande difficulté, parce qu'on n'a choisi ni l'agriculture industrielle, et tant mieux d'ailleurs, mais ni l'agriculture biologique, le terroir, etc. Et on a des producteurs qui sont coincés entre les deux. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est aussi les incohérences de la PAC. Alors, jusqu'à la réforme de la PAC au début des années 90, l'objectif de la politique agricole commune, c'était d'aider les agriculteurs pour produire et arriver à l'autosuffisance alimentaire. Et donc, la Commission européenne fixait des prix planchers qui assuraient un revenu aux agriculteurs et qui permettaient une augmentation de la production sans risque pour l'agriculteur. Depuis le début des années 90, l'Union européenne a arrêté de fixer les prix. Donc le prix est fixé par le marché, complètement, donc par l'industrie agroalimentaire et l'industrie de distribution. Et ce que fait l'Union européenne, c'est qu'elle donne des aides directes aux agriculteurs, parce que tout le monde est bien conscient que le prix du marché tend à être le plus bas possible pour le producteur. Et donc, ces aides directes aux agriculteurs, d'une part, elles n'arrivent pas toujours à temps. Il y a énormément d'agriculteurs qui se plaignent d'investir et de recevoir 3, 4, 5 ans après les aides promises par l'Union européenne pour financer ces investissements. Et deuxièmement, on a une espèce de contradiction entre cet agriculteur qui est accablé de contraintes environnementales, vétérinaires, etc., et l'industrie agroalimentaire qui tente à fixer les prix toujours plus bas. C'est ce qu'Emmanuel Macron a essayé de corriger dans la récente loi alimentation, en interdisant à la grande distribution de vente à perdre. Mais on voit bien que le gouvernement français a très très peu de marge de manœuvre, parce que d'une part, la réforme de la PAC, il faut que les 27 soient d'accord, et d'autre part, le prix du marché, il est fixé par le marché. Donc, à part prendre des décisions vraiment presque autoritaires sur une stratégie plus verte, plus centrée sur l'agriculture biologique, sur des industries de niche, eh bien, le gouvernement français a très peu de marge de manœuvre. Je voudrais dire un dernier point sur la réforme de la PAC. Je crois qu'il faut quand même se rendre compte que lorsque les objectifs ont été fixés en 62 pour la PAC, il y avait 5 objectifs. Aujourd'hui, en 2019, c'est toujours les mêmes. Autrement dit, il n'y a eu aucune réforme dans les objectifs de la PAC qui était augmenter la production, garantir les revenus, nourrir les gens, stabiliser les marchés et protéger la nature. Et donc, on a sur les 9 milliards en France, 7 milliards et demi qui vont aux 4 premiers objectifs traditionnels et 1 milliard et demi seulement qui vont à l'environnement, la protection, l'investissement dans l'agriculture responsable. Et c'est ça vraiment qu'il faudrait changer, parce que sinon, continuer comme avant, alors que l'ensemble de la demande, à la fois des consommateurs et de l'évolution environnementale exigerait qu'on investisse plus sur la qualité que sur la quantité. C'est ça, véritablement, je crois, qui est la clé de la solution des problèmes. François Bujon de l'Étang. Juste un mot d'abord pour relever ce que vient de dire Nicole. Je pense que la réforme de la politique agricole commune sera certainement tout à fait capitale pour l'avenir de l'agriculture française dans les années qui viennent. Et c'est là-dessus que le gouvernement doit faire porter son effort, puisque la politique agricole commune, au fond, est ce qui a soutenu et fait vivre l'agriculture française depuis beaucoup d'années. Elle est extrêmement critiquée, mais elle a été quand même vitale, et que le changement de philosophie de cette politique que Nicole a souligné, a été largement à l'origine du malaise agricole français d'aujourd'hui. Donc on est vraiment au cœur du problème avec le problème européen. C'était juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Sinon, dès qu'on parle d'agriculture en France, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est la dimension émotionnelle, ou je dirais affective, toujours, du débat agricole. C'est très intéressant et ça nous interpelle. Il y a toutes sortes de raisons à cela. Je crois que dans l'opinion publique française, finalement, il y a une espèce de sympathie naturelle
pour le milieu agricole, comme si tout le monde se souvenait vaguement que sa famille, il y a des générations et des générations, avait des origines rurales. Et cette sympathie, elle est dans l'ensemble très très générale, et elle touche largement aux racines de la population française. C'est un lien affectif extrêmement fort. Il s'y ajoute en plus l'émotion que suscitent les drames qui viennent du monde rural et qui sont finalement assez peu rapportés. On les découvre quand on se penche périodiquement sur l'agriculture française, mais le drame du surendettement, le drame du burn-out ou de l'épuisement au travail, les drames des suicides ruraux accentuent énormément le côté affectif et émotionnel. Alors, tout le monde s'en aperçoit bien, à commencer par la classe politique, naturellement. La classe politique porte au monde agricole une attention presque disproportionnée à l'importance de la population agricole dans la population totale. Par rapport à ce que nous apprenions quand nous étions à l'école, les chiffres ont changé de façon dramatique. Il n'y a plus aujourd'hui que à peu près 1% de l'électorat, je crois, qui soit un électorat à proprement parler rural ou agricole. Et cependant, malgré ce faible chiffre, la classe politique tout entière s'en préoccupe en permanence. Il faut dire que l'agriculture est évidemment un pilier essentiel de l'économie française. Elle est vitale, bien entendu, dans l'approvisionnement de nos citoyens, mais dans l'industrie agroalimentaire. Elle est vitale dans la santé de notre commerce extérieur. Elle est vitale aussi, j'anticipe sûrement sur ce que va nous dire Lucile, dans les préoccupations environnementales du pays. Mais elle est non seulement un pilier essentiel de l'économie, elle est aussi un pilier essentiel de l'identité française, finalement. Et le monde rural a joué un rôle extraordinairement important dans l'histoire française. Il reste quand même assez largement au cœur des problèmes du pays. Et la France s'est très largement définie par son identité agricole. Tout ceci coagule au moment du salon de l'agriculture, comme nous pouvons le voir. La classe politique s'y presse. Il y a le jour de Marine Le Pen, il y a le jour de M. Mélenchon, il y a le jour de tout le monde, il y a le jour du président de la République, qui bien entendu a été le premier. Voilà, l'ensemble des leaders politiques français se précipitent au salon de l'agriculture, qui attire quand même 650 000 personnes en moyenne, année après année, ce qui marque un intérêt très grand de la population française. Alors, derrière tout cela, il y a un profond malaise, bien entendu, de la France rurale, des milieux agricoles et de l'agriculture française, qui a été amplement débattu et analysé, et que tous les chiffres montrent. Il y a un déclin de l'agriculture française, au fond, bien que cela reste un secteur très important de notre économie et de notre commerce extérieur, tous les chiffres le montrent. L'agriculture, dans le produit intérieur brut, en valeur ajoutée, ne représente plus aujourd'hui que 1,51%. Il y a un demi-siècle, c'était 10%. On a donc vraiment un changement radical. Dans les échanges extérieurs, on le voit très bien aussi. On est passé finalement à un déséquilibre de la balance agricole française. Il faut y ajouter les exportations agroalimentaires pour retrouver un secteur qui soit en excédent. Mais sans l'industrie agroalimentaire, les produits agricoles à eux seuls, nous sommes en déficit de balance extérieure. La population agricole elle-même ne cesse de décroître. On l'évalue aujourd'hui à 458 000 personnes, ce qui est faible pour un pays de plus de 62 millions d'habitants. La baisse est de l'ordre de 10%, de 12% exactement, en 10 ans, ce qui est tout à fait considérable. Aujourd'hui, c'est à peu près 2,5% de la population active, ce qui est très peu, et en population active employée, c'est encore moins. Et un tiers des exploitations agricoles, effectivement, ont disparu en 10 ans. Donc la sociologie du monde rural elle-même est problématique, l'économie, la sociologie sont problématiques. Lucile Schmitt.
Oui, vous l'avez rappelé, François et Nicole, le Salon de l'agriculture est un moment politique, une sorte d'acmé, en fait, dans la politique française. Et là-dessus, Emmanuel Macron, d'une certaine manière, a rejoint Jacques Chirac, qui adorait aller au Salon de l'agriculture. Il y passe au moins autant de temps que Jacques Chirac, si ce n'est plus. Je crois qu'il a battu les records. Mais il ne va pas y tâter le cul des vaches. Comme oui, mais Chirac. il va y tâter, il y joue le rôle de psychanalyste des agriculteurs, et je pense que c'est un moment important. Au fond, c'est un moment politique présidentiel, d'ailleurs, parce que certains, lorsqu'ils y vont, sont totalement inconnus. Je crois qu'un député lambda, s'il va au Salon de l'agriculture, personne ne le reconnaîtra dans les travées, mais 2 personnes ont été nettement reconnues, ils y ont passé beaucoup de temps, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et Marine Le Pen y a eu également beaucoup de succès. La deuxième chose qui me semble essentielle aujourd'hui, à travers ces succès, c'est qu'on voit bien que ce Salon de l'agriculture, c'est au-delà de l'agriculture, c'est l'histoire de la France, c'est un précipité de France, avec toutes les questions qui se posent aujourd'hui à la société française, la question de la souffrance sociale, la question de la précarité, parce que 40% des agriculteurs ont moins de 360 € par mois. Donc, il y a les gilets jaunes, il y a les agriculteurs, d'une certaine manière. Les lanceurs d'alerte du social, aujourd'hui, ce sont les agriculteurs, au moins autant que les gilets jaunes. Et à travers ça, il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on va faire en termes de modèle, puisque vous l'avez rappelé tous les deux. Aujourd'hui, l'agriculture française perd des parts de marché et en même temps, il y a une augmentation du nombre de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. C'est une sorte de paradoxe. Est-ce que les agriculteurs vont nous permettre de continuer à nourrir le monde ? On dit qu'il y a environ 800 millions de personnes qui souffrent de la faim aujourd'hui dans le monde. Ça, c'est un sujet qui est essentiel. Mais aussi, est-ce qu'on peut concilier cette question de nourrir le monde et cette question de transformation du modèle agricole vers davantage d'environnement, comme nous le disait Nicole ? Aujourd'hui, les surfaces cultivées en bio dans le monde, c'est 1% des surfaces. Et en France, c'est 3%. Donc, à partir de ces pourcentages très faibles, c'est très difficile de se dire je prends le risque de la transformation du modèle, et c'est ça en même temps qui est posé, parce que ceux qui sont adeptes du bio, ceux qui sont adeptes d'une agriculture qui ne soit plus droguée aux pesticides, excusez-moi d'employer des termes forts, mais je crois que c'est ça le sujet, nous disent qu'on peut nourrir le monde, et en même temps c'est assez vertigineux d'imaginer comment est-ce qu'on passe d'une agriculture à l'autre. La deuxième chose, ou la troisième chose, je ne sais plus ce que je voulais dire, c'est que lorsque je parlais des agriculteurs lanceurs d'alerte, je crois que ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est la résonance que trouve la souffrance des agriculteurs. Elle est plus forte, à mon avis, cette résonance, que l'année dernière, à la même époque, lorsque nous parlions d'agriculture, parce que cette année, nous avons vu se multiplier les procès contre Monsanto sur la question du Roundup, des pesticides, aux États-Unis, en France aussi, lorsque Paul François, un agriculteur qui depuis 15 ans déjà se bat parce qu'il a un cancer extrêmement grave, à la suite du fait qu'il il s'est arrosé lui-même de pesticides sans connaître sa dangerosité, qu'il est aujourd'hui en appel, et qu'on a l'impression de voir David contre Goliath, mais qu'on a l'impression aussi que David va gagner. Ça, je crois que c'est un point qui est essentiel. Et donc, sur cette question des pesticides, du lien santé-environnement, les agriculteurs qui auparavant, et lorsqu'on écoute Christiane Lambert, on a l'impression qu'ils sont en opposition à cette montée en puissance de santé-environnement, sauf qu'il y a des agriculteurs qui aujourd'hui s'opposent quelque part au modèle défendu par Christiane Lambert. Donc il y a un débat entre les agriculteurs, je crois, qui est posé, et ça c'est un point essentiel. Et aujourd'hui, cette question donc de transformation du modèle, elle est face à 3 possibilités. D'une part, relancer un modèle qui soit plus productif. Ça s'est posé notamment par certains économistes en disant il faut qu'on reconquiert des parts de marché. Et en ce sens, il faut agrandir la taille des exploitations, quelque part rompre avec le modèle français qui est celui d'une exploitation de taille moyenne pour aller vers un modèle plus proche de celui de l'Allemagne, qui aujourd'hui, à l'exportation, est passé devant la France. Il y a ceux qui, comme Jocelyne Porcher, nous rappellent que quelque part, la question de la paysannerie doit être réarticulée à la question de l'agriculture, et qui disent arrêtons de faire disparaître l'élevage paysan. C'est beaucoup quelque chose autour de l'élevage là qui se joue, en rappelant d'ailleurs que les premiers qui se suicident aujourd'hui, ce sont des éleveurs. Ce sont des éleveurs de bovins. Ça, c'est un point qui est essentiel. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour articuler ça à la question du véganisme qui croît dans la société française, qui nous dit qu'il faut arrêter de manger de la viande ? Est-ce qu'il suffit de dire on préserve un élevage de qualité ? En tout cas, c'est une question qui est posée très abruptement, avec aussi une montée des violences, on le sait, de certains véganes, mais aussi du rejet, la façon aussi dont certains agriculteurs attaquent les préfectures. Et puis, je terminerai juste en disant qu'il y a aussi la question technologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certains nous disent, mais au fond, pour faire à la fois une agriculture à taille humaine et une agriculture bio, il faut renouer avec la possibilité qu'offrent les technologies, c'est-à-dire de mieux préciser comment est-ce qu'on met des pesticides, etc. Moi, je suis
Je suis sceptique là-dessus, mais je ne ferme pas la question. Je pense que le sujet, c'est surtout la réhumanisation. Est-ce que ceux qu'on appelle les néo-ruraux sont une chance pour la paysannerie française ? Je ne sais pas. Est-ce que les paysans vont rester dans les campagnes ? Est-ce qu'il va y avoir une transmission aujourd'hui des exploitations ? Je crois que c'est essentiel et que dans le suicide des agriculteurs, il y a aussi cette question de la transmission ou de l'absence de transmission qui est posée. Lorsqu'on n'arrive pas à transmettre, lorsqu'on a 50 ans, 60 ans, quelle est la possibilité d'ouvrir une perspective, d'avoir un espoir ? C'est quelque chose qui concerne la société française au-delà des agriculteurs. Il y a, pour ce qui est de l'agriculture biologique, il y a aussi un facteur important pour l'emploi. C'est-à-dire dans le Massif central, par exemple, 100 hectares en agriculture intensive classique, c'est un paysan. En agriculture biologique, c'est 5 personnes. Alors, évidemment, ça fait que les productions sont plus chères, mais ça fait aussi qu'il y a de l'emploi dans des régions qui sont en train de se diversifier. Puis l'autre chose qui m'a frappé, c'est qu'au moment où Emmanuel Macron faisait tous ses efforts pour expliquer sa vision de l'agriculture et l'importance qu'il lui accordait, ses services, en tout cas les services de l'État, faisaient eux tous leurs efforts pour promouvoir autour du Bourget, dans l'une des terres agricoles les plus riches, qui est dans le nord de la France, la construction d'un épouvantable complexe industriel, pas industriel, pour l'industrie touristique, Europa City, qui est encore un truc fabriqué pour piquer de l'argent aux touristes et qui est une totale absurdité, en tout cas, qui est en parfaite contradiction avec ce qu'Emmanuel Macron a essayé de mettre en avant au Salon de l'Agriculture. Jean-Louis Bourlange. Oui, Hirschman avait écrit un livre qui s'appelait Voice and Exit, en montrant que les classes sociales qui étaient en difficulté avaient 2 options. En général, il parlait des États-Unis, soit la protestation, voice, et c'était le modèle européen, en fait, la contestation, soit le modèle américain qui était exit, c'est-à-dire on allait à l'ouest. Bon, c'est comme ça que se sont construits les sociétés. S'agissant des agriculteurs, je trouve qu'on en est vraiment là. On a d'une part une protestation qui est de plus en plus vive parce que rien ne marche dans le modèle et qui conduit politiquement à une adhésion de plus en plus grande au Rassemblement national. Et puis d'autre part, la forme la plus absolue et désespérante d'exit, qui est le suicide. La montée des suicides agricoles est quand même quelque chose de très prenant, et on est bien, je reviendrai, dans le modèle de Durkheim, c'est-à-dire c'est l'anomie, c'est l'absence de normes claires aux yeux d'une profession qui provoque cet état de désespérance et qui conduit de plus en plus d'agriculteurs, d'éleveurs en particulier, comme le soulignait Lucile, à se suicider. Donc on est vraiment dans un problème qui est très grave. Et on le comprend parce que, en réalité, le monde agricole souffre de 3 choses. Perte de pouvoir, perte d'ambition et défaillance en matière de moyens de la politique agricole commune. La perte de pouvoir est évidente. On est parti d'un modèle qui a été construit dans les années 60, très intelligent, où on avait une population nombreuse, qui donc était décisive politiquement et se faisait entendre. On a décidé de l'en faire l'instrument elle-même de la propre mutation du monde agricole. Ça a été toute la cogestion construite par les lois agricoles de 60 et de 62, au début de la République gaulienne. Ensuite, un modèle social clair, ce qu'on appelait dans le vocabulaire de 2 UTH, 2 unités de travail humain, c'est-à-dire le modèle familial, et on tournait autour de ça, et ça avait une implication, une politique européenne qui était très décrochée par rapport au standard du traité de Rome, qui est un standard libéral. Là, on avait un système de prix artificiellement élevé que les agriculteurs qualifiaient de juste prix. Je ne sais pas ce que c'est qu'un juste prix. En tout cas, c'était un prix qui permettait de vivre et qui était garanti par le protectionnisme et par des systèmes qui, effectivement, pénalisaient les agricultures du tiers-monde. Donc, on avait vraiment une société agricole qui était pleinement maîtresse de son destin, qui avait un rôle, en plus, une ambition, alors là, j'en viens à l'ambition, qui était extrêmement précise, qui était après les pénuries de la guerre et de l'immédiate après-guerre, nourrir une population, la nourrir à un prix raisonnable, ça correspondait aux 30 Glorieuses, à l'élévation du niveau de vie, et ça a pleinement marché. Ça a très bien fonctionné. Il y avait nourrir pas trop cher. Alors, il y avait énormément d'intrants chimiques, etc., dont on ne mesurait pas à l'époque la nocivité. Donc, tout ça était clair. Maintenant, le pouvoir, c'est catastrophique.
on est dans un système qui est devenu ouvert, parce que le grand problème, c'est de nourrir la planète, c'est pas simplement de nourrir l'Europe. Donc, on a cessé le protectionnisme, et ce qui a permis à des agricultures extra-européennes de se développer. Donc, il faut pas non plus dire qu'on a fait n'importe quoi. On avait bloqué le développement de l'agriculture avant. Sur le plan intérieur, l'exploitation familiale a énormément de mal à vivre. Elle est d'une part intégrée verticalement par des producteurs comme Monsanto, des producteurs qui les inscrivent dans une chaîne, on leur vend des produits à un prix déterminé, on leur rachète leurs biens, ils sont un élément dans une chaîne, ils n'ont plus du tout d'autonomie, ils sont concurrencés par des grandes unités productivistes, par exemple en Allemagne, l'Allemagne s'est développée, qui tourne complètement le dos à l'exploitation familiale. Et ils sont, en termes démographiques, ils ne comptent presque plus dans le jeu politique français. Ça fait qu'on a un effondrement de pouvoir qui est colossal et qui est évidemment ressenti très très douloureusement par la population. Sur l'ambition, on ne sait plus du tout où on en est. C'est là où on peut parler d'anomie. On doit toujours nourrir parce que la planète, les 8 milliards d'habitants, etc., la planète a faim, elle aura de plus en plus faim, elle aura besoin de plus en plus de choses. Et en même temps, on dit non, pas d'intrants, pas de pesticides, pas de glyphosate, pas de tout ça. Il faut jouer bio, donc jouer la carte chère, etc., la carte des prix élevés, et donc une extrême difficulté à concilier ces deux modèles qui frappent notamment les éleveurs de porcs bretons de façon très nette. Et quant aux moyens, on voit bien que la PAC ne sait plus où elle en est. La PAC, ça a été jusqu'au milieu des années 90, on fait des prix élevés, protégés, mais élevés, et on compense par des mesures de restriction quantitative. Alors on a hurlé contre les quotas laitiers, contre la jachère, etc. En réalité, c'était les compléments nécessaires d'une politique de prix élevés. On avait des prix trop élevés en termes de marché, donc ça faisait de la surproduction, et il fallait donc limiter quantitativement. McSharry, au début des années 90, a changé tout ça, a dissocié. On abandonne les prix élevés, on s'aligne peu à peu sur les prix du marché, et on aide les gens. Mais alors, aider les gens, on les aide comment ? On a 3 critères. On les aide à l'hectare. Alors, à l'hectare, celui qui gagne le plus, c'est la reine d'Angleterre et le prince, le prince Albert, le prince de Monaco. C'est quand même pas très satisfaisant de donner énormément aux gros par rapport aux petits. On fait une aide à la personne. Alors, une aide à la personne, ça veut dire que vous avez une sorte de privilège, vous êtes agriculteur, vous vous installez, vous recevez une rente. C'est quand même indépendamment de tout ce que vous faites. Les agriculteurs détestent ça. Ils ne sont ni libéraux, donc ils ne sont pas pour la concurrence, ni socialistes. Ils sont en fait formés par une espèce de culture à la Saint-Thomas, une culture chrétienne, le juste prix, la récompense de leurs efforts, etc. C'est-à-dire la négation de la subvention, donc ils sont pas du tout heureux avec ça. Alors on dit, mais non, mais on va vous subventionner avec de la vertu. C'est-à-dire que si vous êtes vertueux, écologiquement, faites des bonnes productions, etc., on va vous donner plus. Alors là, vous sombrez dans une masse de paperasse. Donc vous vous en sortez pas du tout. Donc je crois qu'il y a vraiment une reprise en main totale. Et alors, en plus, il y a l'accusation, je termine là-dessus, l'accusation d'être très dépensier, ce qui est quand même tout à fait excessif. Parce que pourquoi l'agriculture, on dit c'est 40% du budget de l'Union européenne. Bien sûr que c'est 40% du budget de l'Union européenne, mais l'Union européenne, le budget de l'Union européenne, c'est 1% du produit général. Donc c'est 40%, c'est 1,5% du PIB. On n'est pas le numérateur est élevé, mais parce que le dénominateur est dérisoirement bas. Donc on est dans un système qui a perdu tous ses repères, et on comprend le désespoir d'une société. Nicole Nisotto. Oui, 2 points. D'abord sur l'objectif de nourrir la planète. Oui, mais il faudrait aussi prendre en compte l'énorme gaspillage alimentaire mondial. Une étude récente du PNUD, donc le Programme des Nations Unies pour le développement, a chiffré à peu près à 100 milliards de dollars par an le gaspillage alimentaire, c'est-à-dire le fait qu'on mange pas sa salade et qu'on la jette à la poubelle, 100 milliards par an. Or, les besoins du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, c'est 3 milliards de dollars par an. Donc il y a quand même, indépendamment de la croissance démographique, il y a aussi une question de gestion, mais qui relève d'une gouvernance extraordinairement difficile à définir. Il y a quand même un problème de gestion de la production agricole mondiale. Deuxième point, moi j'aime beaucoup
l'expression de Lucie, l'agriculture, c'est un précipité de France, c'est très très juste. C'est aussi un précipité du marché. Je crois que la crise de l'agriculture, c'est le règne de l'industrie agroalimentaire et de la grande distribution française, européenne, mondiale. L'Union européenne est la première puissance de l'industrie agroalimentaire du monde. Et que donc la crise des agriculteurs ne peut pas se résoudre à un niveau national, elle peut au moins se résoudre à un niveau européen. Et c'est le troisième point que je voulais faire, c'est revenir sur la PAC. Je crois qu'il y a 3 problèmes pour la réforme de la PAC. Il y a d'abord un problème de budget, de montant. Parce que d'abord, le Brexit va entraîner une diminution donc du budget européen dans son ensemble. Donc les propositions de la Commission, c'est de dire eh bien, on va reprendre le budget de la PAC pour les 7 années qui viennent, moins 5%, donc 95%. Donc ça, déjà, ça fait hurler les agriculteurs. Le budget de la PAC va baisser. Mais c'est aussi, le Brexit, une perte de clientèle. Le Royaume-Uni est un pays non agricole, et donc il importait énormément, en particulier de France, et pour les Français, c'est un problème supplémentaire. Il y a deuxièmement un autre problème pour la réforme de la politique agricole commune, c'est un problème, Jean-Louis l'a évoqué, de critères. Est-ce qu'on va continuer à donner les aides proportionnellement à la surface cultivée? Ce qui fait que les jeunes agriculteurs, les petites exploitations, notamment bio, n'ont absolument pas bénéficier de cette manne agricole. Et le troisième, je l'ai déjà cité, c'est revoir les priorités de la PAC. Mais pour ça, je crois qu'il faut véritablement une bataille européenne. Le cadre national, à mon avis, n'est pas le bon cadre pour régler la crise et le désespoir des agriculteurs français. Lucille Schmitt. Oui, 3 petites choses. D'abord, par rapport à cette question environnementale et à la question de la nature, je crois que ce qui est essentiel, c'est pas seulement la question de l'agriculture bio, c'est comment est-ce qu'on vit et où est-ce qu'on vit. Et on voit bien à travers la destinée des agriculteurs, oserait-on dire des paysans, que eux, ils sont au premier contact de ce qui est en train de se passer sur Terre. Et donc, ce qui me semble très intéressant, c'est qu'ils vivent, par exemple, la multiplication des catastrophes naturelles. Dans le secteur du vignoble, dont parlait Philippe en introduction, en nous disant que 9% du vin français est aujourd'hui en bio, c'est aussi parce que les vignerons vivent la transformation, le réchauffement climatique. Enfin, ils sont obligés de transformer les cépages. On est en train de nous expliquer que demain, on produira en Angleterre du vin aussi bon qu'en France. Enfin, on est dans une situation où aujourd'hui, en tout cas, les agriculteurs, et notamment certains secteurs, comme la vigne, sont déjà dans le réchauffement climatique et nous indiquent comment la transformation se fait déjà. Ils sont obligés d'être extrêmement réactifs. Il n'y a pas seulement le marché, il y a aussi le changement du monde. Je terminerai juste en disant un truc sur les coûts et les subventions, parce qu'il a été beaucoup question d'argent. N'oublions pas que l'agriculture conventionnelle, les prix sont plus bas lorsqu'on achète des fruits et légumes qui ne sont pas en bio, mais elle est largement subventionnée. Donc c'est comme sur l'énergie. La question de la subvention invisible, elle existe, et au fond, il faut choisir où est-ce qu'on met la subvention, si on veut la mettre sur une agriculture bio, une agriculture environnementale, ou la laisser sur l'agriculture conventionnelle. Le prix que nous voyons n'est pas forcément le vrai prix, je tiens à le dire, y compris le coût pour le contribuable. Je vous remercie. Je vous propose que nous nous intéressions maintenant à l'Algérie. Je précise que cette émission est enregistrée le vendredi 1er mars. Vendredi est le jour de la prière. On sait qu'il y a une manifestation qui est appelée dimanche. On sait qu'il pourrait se passer des choses aussi après la prière. Donc je crois qu'il est convenable de vous prévenir de la date de notre enregistrement. Le 10 février, Abdelaziz Bouteflika, âgé de 82 ans et au pouvoir depuis 1999, a annoncé dans une lettre à la nation son intention de briguer un 5e mandat présidentiel le 18 avril prochain. Sa candidature a été plébiscitée par son parti, le FLN, le Front de Libération Nationale, régulièrement hospitalisé depuis 2005, puis victime d'un AVC en 2013. Abdelaziz Bouteflika est absent de la scène politique, il ne fait plus que de rares apparitions, il ne s'exprime plus en public. L'article 88 de la Constitution algérienne prévoit que le président peut être destitué s'il n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions pour cause de maladies graves et durables, mais l'application de cet article est soumise à l'approbation unanime des membres du Conseil constitutionnel, dont une partie est proche du clan Bouteflika. Face à cette candidature, un mouvement de contestation est parti des réseaux sociaux hors de tout cadre politique ou syndical et autour d'un seul mot d'ordre, non au 5e mandat. Bien que les manifestations soient interdites, les cortèges ont fleuri à Alger. Ils étaient composés majoritairement de jeunes. Déjà en 2014, à travers le mouvement Barakat, ça suffit, la jeunesse s'opposait au 4e mandat du président Bouteflika. Mais aujourd'hui, la mobilisation prend de nouvelles dimensions à mesure que les corporations s'organisent.
Les avocats ont occupé le tribunal d'Alger-Centre pour exprimer leur hostilité à la présidence à vie, tandis que des journalistes des médias publics ont observé des arrêts de travail pour protester contre la censure. Les protestations ont augmenté de manière significative en Algérie au cours de ces 18 derniers mois, en dépit de la répression, des interdictions de manifester et de se réunir. Les manifestants sont excédés par les injustices sociales et les abus du pouvoir dans un pays gangréné par la corruption. En Algérie, le printemps arabe n'a été porteur d'aucune forme de changement, qu'il soit économique ou politique. Une tentative de changement de régime avait eu lieu début 2011, mais sévèrement réprimées, les manifestations n'ont duré que quelques temps et sont restées sans lendemain. La population algérienne, dont 30% est au chômage et dont la moyenne d'âge est légèrement supérieure à 27 ans, subit les conséquences de la dépendance du pays à l'exportation d'hydrocarbures, dont les revenus sont en baisse. Ce dimanche, le 3 mars, des messages sur les réseaux sociaux incitent à une journée de désobéissance civique, alors qu'Abdelaziz Bouteflika devrait déposer ce jour-là sa candidature officielle. Sur cette question, Lucille Schmitt. Oui, merci Philippe. J'avais envie de dire que l'Algérie est comme la France, elle est à part. C'est-à-dire que on ne s'attendait absolument pas à ce qui est en train de se passer en Algérie, même si évidemment cette proposition d'un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika, qui est un homme aphasique, qui ne paraît plus en public, qui n'a pas parlé depuis 2012, c'était sans doute le truc de trop. Je rappelle qu'en Algérie, on appelle Bouteflika le cadre, parce qu'aujourd'hui, on ne salue plus que sa photo, on ne le voit plus jamais. Et il ne faut pas oublier que l'humour algérien, et spécialement l'humour algérois, fait vraiment partie de la composante de cette société. Et dans cette manière de dire le cadre, je crois que tout est résumé. Il y a un moment où on n'a plus envie de se prosterner devant un cadre. Alors, ce qui est important par rapport à ça, c'est que on voit que se reproduit effectivement ce qui s'était déjà passé en Tunisie, ce printemps arabe, la force des réseaux sociaux, notamment, rappelons-le, parce qu'il y a 50% de la population algérienne qui a moins de 30 ans. C'est un des pays les plus jeunes au monde. Et une grande partie donc de la population algérienne, des jeunes Algériens, n'ont pas connu la décennie noire, la décennie de 1990 à 2000, où il y a eu évidemment des milliers de morts, notamment les intellectuels, et ceux qui, avec ce terrorisme islamiste, et puis cet islamisme qui avait été largement instrumentalisé par le pouvoir et qui continue de l'être. Et donc cette jeunesse algérienne qui n'a pas connu la décennie noire, aujourd'hui, elle n'a connu que Bouteflika, et elle en a marre d'être gouvernée par un invisible. Je crois que c'est un point essentiel. La question qui nous est posée aujourd'hui, c'est on est sur le fil, est-ce qu'il faut croire en un espoir algérien, une sorte de renouveau démocratique, ou est-ce qu'il faut imaginer que la répression sera demain, le 3 mars, ou avant l'élection, présente de nouveau en Algérie? On a eu plusieurs épisodes, vous l'avez rappelé en 2011, mais ce qui est surtout dans les mémoires, c'est 1988, des répressions massives, qui avaient abouti d'ailleurs à un mouvement qu'on a qualifié de mouvement des réformateurs, mais qui ensuite a abouti à l'annulation des élections en 1991. Donc l'Algérie est un pays de cyclotimie, et qui n'a jamais, jusqu'à présent, depuis 1962, trouvé les moyens d'une réelle démocratie. Alors ce qui conduit à être assez pessimiste, c'est qu'il n'y a pas d'opposition à Bouteflika, qu'il n'y a pas de candidat alternatif évident, et que aujourd'hui personne ne croit un seul instant qu'un candidat qui ne soit pas adoubé par le clan Bouteflika, par le frère de Bouteflika, par l'armée, puisse surgir. On a vu surgir Rachid Nekaz, éphémère candidat à la présidentielle française 2 fois de suite, en 2007 et en 2012. C'est assez intéressant d'imaginer qu'on ait pu être candidat à la présidentielle française et maintenant se proposer d'être candidat à la présidentielle algérienne. Mais ce qui est intéressant dans le cas de Nekaz, c'est qu'il a en tout cas fait 3000 kilomètres en Algérie. Il a été à la rencontre de la jeunesse, il est présent sur les réseaux sociaux et il a acquis en quelques mois, voire quelques semaines, une espèce de popularité qui illustre, à contrario, le vide total dans lequel se situe la scène politique algérienne. Je voulais quand même rappeler une chose, c'est que Rachid Nekaz ne pourra pas être candidat à l'élection algérienne parce que en Algérie, on ne cesse d'inventer de nouvelles conditions pour vous empêcher d'être candidat. On le sait, on ne peut pas déjà être candidat si on est à la fois français et algérien, binational. Donc Nekaz a renoncé à sa nationalité française, mais ça ne suffira pas puisqu'il y a une nouvelle condition qui est apparue, c'est qu'il faut avoir été résident pendant 10 ans en Algérie pour pouvoir être candidat. Je rappelle aussi que le conjoint, même lorsqu'on n'est pas marié, la nationalité du conjoint compte aussi, et on imagine que peut-être dimanche 3 mars, une nouvelle condition sera inventée. En tout cas, c'est le vide abyssal, mais il semble bien que Bouteflika ne puisse pas redevenir président de l'Algérie. C'est intéressant dans un pays où je rappelle que depuis qu'il se présente, il fait en général 80%
des voix, et qu'on dit qu'il avait notamment dit qu'il souhaitait faire plus de 82%, plus que Jacques Chirac, parce que la France reste une référence insurmontable pour l'Algérie. On bourre les urnes, on fait plus de 82%, et en même temps, on suscite 3 ou 4 candidatures, parce qu'il ne faut quand même pas, être une dictature à la soviétique. Donc voilà les enjeux politiques de demain pour le 18 avril. Je pensais que la prochaine condition pour se présenter à la présidence de la République algérienne était d'avoir un nom qui commence par Boutef et qui finit par Lika. Nicole Nisotto. Oui, ce qui se passe en Algérie est à la fois surprenant, comme l'a dit Lucile, mais en même temps très prévisible. La surprise, elle est double. Elle est, premièrement, de voir que ce régime autoritaire, corrompu, où l'armée tient vraiment la rue, comme ils disent, savent contrôler la rue, que ce régime-là arrête de faire peur. Ça, c'est la grande surprise. Les gens descendent dans la rue, c'est-à-dire la barrière de la peur, le plafond de verre de la peur a été rompu. Ça, c'est vrai. Mais deuxième surprise, je crois pour moi la plus frappante, c'est que ce gouvernement Bouteflika, qui sont au pouvoir depuis donc 4 mandats, n'ait pas prévu une succession qui leur permette de sauver les apparences tout en gardant le pouvoir. Que l'armée, qui a le pouvoir réel, que les anciens du FLN, que tous ces cadres administratifs qui ont le pouvoir formel sur l'économie, n'aient pas pensé à trouver un candidat acceptable et une sortie honorable pour le président Bouteflika, ça me sidère. Ça, c'est la surprise. Mais ce qui est prévisible, c'est l'éclatement de cette société. Quand on voit, premièrement, le déséquilibre démographique, 45% de la population a moins de 25 ans, le déséquilibre politique, une poignée de gens du FLN, c'est-à-dire des gens qui sont pas très jeunes d'ailleurs, plus l'état-major tient un pays de 40 millions d'habitants, ça paraît quand même difficilement tenable à vie, et d'autres, la Tunisie, l'Égypte en ont donné l'exemple, et surtout le déséquilibre économique. Il y avait un contrat social qui a très bien marché en Algérie tant que les prix du pétrole étaient élevés. C'est un peu mutatis mutandis, un scénario à la Venezuela qui est en train de se produire. C'est-à-dire le FLN a acheté la paix sociale en distribuant des rentes, etc. Et puis, depuis 2014, les prix baissent, l'économie algérienne, les prix du pétrole ont baissé, l'économie algérienne est en vraie crise, le chômage est à 11%, le chômage des jeunes éduqués est à 26%, la planche à billets fonctionne quotidiennement, le dinar a perdu 48% de sa valeur par rapport au dollar depuis 2014. Donc pour les gens, ça veut dire vraiment une baisse réelle du pouvoir d'achat. Et donc on a toutes les raisons de penser que ce régime, que ce système ne tiendrait pas. Et j'ajoute l'argument de la dignité, c'est-à-dire être obligé d'offrir des fleurs à un portrait dans un tableau. Il y a un moment où vraiment pour les populations c'est difficilement supportable. Alors quels sont les scénarios de sortie de crise? Alors il y a bien sûr le scénario du pire, qui est la répression violente, sanglante, et peut-être que ce week-end on en verra la mise en œuvre. Moi je ne crois pas. Je suis tentée de penser que la deuxième scénario, qui n'est pas celui de la répression sanglante, qui est celui du renoncement, pourrait émerger dans les cerveaux de la clique au pouvoir, comme on peut le dire, parce que ils ont la chance extraordinaire d'avoir un Bouteflika malade. Et donc, c'est pas aberrant de dire que lors de son dernier voyage en Suisse la semaine dernière, on a découvert que vraiment, il était obligé de rester alité à vie en Suisse. Et donc, qu'il propose quelqu'un de leur clan, mais qui soit relativement acceptable. Et ça, je crois que ça gagnerait, ça apaiserait totalement la rue. On n'est pas dans un système révolutionnaire. Je crois qu'on est dans un système de révolte pour la dignité. On ne veut pas... Troisième scénario, et je termine, qui est possible et qui peut se mélanger au précédent, au renoncement, qui est le report des élections. Le report des élections est l'appel à une espèce de congrès constitutionnel qui permettrait à la fois de trouver un nouveau candidat représentant le FLN et en même temps de faire une espèce de comédie démocratique avec la rue. François Bujon de l'Étang. Moi, ce qui m'étonne le plus dans cette affaire algérienne, qui est assez dramatique, c'est qu'on soit surpris ou qu'on puisse parler de surprise. Parce qu'au fond, il est clair depuis déjà pas mal de temps que l'Algérie est une bombe à retardement, posée sur notre seuil d'ailleurs, et que la situation qui consiste à ce qu'un pouvoir complètement ossifié, complètement sclérosé,
repousse constamment les échéances en prolongeant un chef de l'État qui est certes prestigieux et un personnage historique, mais qui n'est absolument plus en état d'exercer son rôle ni de se montrer, ne peut pas durer éternellement. Je veux dire, trop, c'est trop. Et pour la jeunesse algérienne, qui constitue, comme vous l'avez dit l'une et l'autre, la partie la plus importante de ce pays, ce n'est pas avalable au bout d'un certain temps. Il y avait d'ailleurs eu, rappelez-vous, vous l'avez rappelé, je crois, Lucille, des manifestations à l'aube du 4e mandat. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ne s'est rien passé pendant ce 4e mandat. Voilà, vraiment un mandat pour rien. On aurait pu penser que la coalition de l'État profond, de l'armée algérienne, du FLN, des services de renseignement qui gouvernent le pays, qui en constituent l'ossature, aurait mis à profit le 4e mandat pour préparer une succession à Bouteflika. Pas du tout. Rien ne s'est passé, parce que rien ne se passe en Algérie, finalement. Et que l'Algérie est marquée par l'immobilisme le plus total, par la sclérose du modèle politique, on le voit bien, mais aussi par l'immobilisme économique. Parce que s'il y a un pays qui vit d'une économie de rente, la rente des hydrocarbures, bien entendu, mais qui est en voie d'affaiblissement, puisque les prix du pétrole baissent, et qui ne prépare pas du tout l'après-pétrole, c'est bien l'Algérie. Et que, finalement, la sclérose politique dont elle souffre aujourd'hui reflète parfaitement l'immobilisme de la politique économique. Le tout dans une société qui est traumatisée par les années 90 et par la guerre civile et les dizaines de milliers de morts, et qui en réalité aspire à la paix civile. Elle n'aspire pas du tout. Alors, je crois que c'est l'autre point sur lequel il faut s'interroger. Est-ce qu'il s'agit d'un nouveau printemps arabe? Est-ce qu'il s'agit d'un printemps algérien, comme le dit par exemple l'éditorial du Figaro de ce matin? Moi, je n'en suis pas si sûr. Je ne le crois pas. Je pense qu'en réalité, la protestation qui est en train de se déverser dans les rues d'Alger et de toutes les villes algériennes, parce que ce n'est pas du tout concentré sur Alger, mais c'est bien diffusé dans l'ensemble du pays, est une protestation contre la sclérose du système, contre l'humiliation qu'on inflige à la population en lui donnant une figure de proue qui est en effet un cadre, un portrait, mais qui n'est même plus un être vivant. Ce n'est pas vraiment une revendication de changement complet de régime, de retour aux libertés publiques, de démocratisation de la société. En tout cas, ça ne s'est pas encore exprimé sous cette forme. C'est une manifestation et une mobilisation qui est bien ciblée. Pas de 5e mandat. Pas de 5e mandat, plus de Bouteflika, terminé, trouvez-nous autre chose. Mais ce n'est pas encore vraiment le printemps arabe que l'on décrit trop souvent en France. Jean-Louis Bourlanges. Oui, d'abord, c'est un rêve institutionnel assez impressionnant. Caligula avait voulu nommer son cheval consul. Le cheval était mort avant d'être nommé consul, et donc il n'a pas été nommé consul. En Algérie, ça ne les aurait pas arrêtés. Et en réalité, on ne peut que penser à cette situation qui, fondée sur l'analyse de Kantorowicz sur les 2 corps du roi, et au fait que, par exemple, importé d'Angleterre d'ailleurs pour les obsèques de Charles VI, pendant 2 siècles en France, on a fait régner une effigie à la mort du roi. Le roi était mort, on construisait une effigie, magnifique d'ailleurs, il y a et on le mettait dans la salle du trône, on lui apportait ses repas 2 fois par jour, on s'inclinait devant cette effigie en bois, pendant que le nouveau roi, retiré dans une chambre obscure, gouvernait véritablement. Et c'était parce qu'il fallait incarner la permanence de l'État. Et le roi ne meurt jamais. Il y a un livre qui explique tout à fait ça, très bien. Le roi ne meurt jamais. Et on est vraiment dans cette affaire-là. C'est le stade suprême de la reine d'Angleterre, si je puis dire. Le prince n'est rien. C'est un mort vivant. Et je trouve qu'il y a une utopie institutionnelle qui est d'autant plus effrayante que cette ultra-sénilité de la présidence contraste avec l'ultra-juvénilité de la société algérienne. Mais alors là, on se demande pourquoi ils ont besoin d'une effigie. Pourquoi ils ont besoin de ça? La vraie interrogation, c'est pourquoi ce pouvoir qui est centré sur l'armée, sur la mainmise, sur les hydrocarbures et tout l'appareil productif par une fraction qui en use et en abuse, pourquoi ces gens-là n'arrivent pas à se mettre d'accord sur autre chose qu'un mort-vivant? C'est quand même étonnant parce que ils le tiennent. Le président qui serait choisi par eux serait tenu, ils l'assassineraient s'il déviait, ils l'ont fait d'ailleurs dans le passé. Donc
donc, on n'arrive pas à comprendre. Alors là, il y a un problème qui n'est pas, je trouve, suffisamment analysé. C'est pourquoi, à l'intérieur du FLN, les arbitrages ne sont pas possibles autrement que dans cette affaire-là. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est qu'effectivement, on est quand même... qu'est-ce qu'il y a en face ? Moi, je n'en sais rien, mais je serais quand même surpris que en Algérie, l'Algérie s'épargne la radicalisation islamique qu'on observe partout. Donc je crois que la guerre civile est terminée, mais qu'à tout moment, un leader un peu inspiré peut réveiller des forces. Aujourd'hui, on voit les jeunes, ça fait terriblement penser au printemps arabe il y a une dizaine d'années. Ils sont magnifiques, ces jeunes, ils sont courageux, ils sont libéraux, ils veulent que ça change, ils veulent un pouvoir. Et on ne peut que craindre pour eux d'avoir le même sort. Je me souviens quand on avait invité Fillu, il nous avait expliqué que si les monarchies du Moyen-Orient étaient si violentes, les monarchies au sens plein du terme, les dictatures, étaient si violentes, c'était parce qu'ils avaient eu une trouille bleue devant le printemps arabe. Et là, donc, on peut... Et puis la troisième remarque, là, ça vaut pour Salvini, c'est que il faut quand même être singulièrement inconscient pour considérer que l'Europe, la France évidemment, mais derrière la France, l'Europe, est directement concernée par ce qui va se passer en Algérie. Nous n'avons aucun moyen d'agir réellement, mais nous sommes vraiment les victimes collatérales les plus évidentes d'un éclatement de la société politique algérienne. Si celui-ci venait à se produire, grand danger, il y a péril en la demeure. La situation de Bouteflika fait un peu penser à cette anecdote à propos de Marcel Dassault, dont on dit qu'ayant été à l'âge de 92 ou 13 ans élu une nouvelle fois député, président comme doyen d'âge, la séance inaugurale de l'Assemblée nationale, une consoeur un peu insolente lui avait demandé après son discours « Mais monsieur Dassault, est-ce que vous avez 93 ans? Est-ce que vous pensez rester député encore longtemps ?» Et on dit que Dassault lui aurait répondu avec sa voix un peu nasillarde « Mademoiselle, je compte rester député jusqu'à ma mort. Et après, j'irai au Sénat. » C'était ce qu'on avait dit d'Édouard Frédéric Dupont. On l'avait aussi dit oui. d'Édouard Frédéric Dupont. C'est une blague qui peut servir pour plusieurs nonagénaires. En tout cas, nous sommes arrivés à notre dernière séquence, la séquence des brèves. Je l'ouvre à la demande générale, en signalant d'abord un numéro de la revue trimestrielle Books, intitulé 50 ans après De Gaulle, avec deux articles très intéressants. L'un de Julian Jackson, qui fera paraître en septembre une biographie de De Gaulle qui a beaucoup fait parler dans le monde anglo-saxon, une certaine idée de la France. Et la controverse est avec Ferdinand Mount. Et Ferdinand Mount a une vision tout à fait critique, féroce même, je dirais, du général de Gaulle, alors que celle de Julian Jackson est critique aussi, mais, me semble-t-il, beaucoup plus nuancée. Je voudrais aussi recommander un film de Denis Arcand, celui qui avait écrit Les invasions barbares et le déclin de l'Empire américain. C'est la chute de l'Empire américain. Le titre est, à mon avis, une ruse de producteur, parce que c'est pas la suite du déclin de l'Empire américain. C'est autre chose. C'est un film, je dirais, ça m'a fait penser davantage à l'arnaque. Sauf qu'évidemment, avec Denis Arcand, il y a toujours un côté de critique sociale et de critique politique. Et c'est en effet une arnaque montée d'ailleurs par un innocent qui finit par devenir assez bon en matière d'arnaque. Et puis enfin, si vous arrivez à trouver des places, mais ça sera repris, ne manquez pas Fanny et Alexandre à la Comédie Française dans la mise en scène de Julie Deliquet. C'est un travail, moi qui vais au théâtre un grand nombre de fois, il m'y est arrivé quelque chose qui est ce qu'on attend, me semble-t-il, d'un spectacle, c'est d'être surpris. Et il y a une intelligence de la mise en scène, du découpage, non seulement du film, mais aussi du feuilleton télévision, et une distribution où la Comédie Française, quand elle est à son meilleur, elle vous cloue à votre fauteuil. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi, tout le monde s'interroge sur la façon de s'intéresser à l'Europe, et notamment au Parlement européen, à la veille d'élections qui auront lieu le 26 mai. Et je voudrais vraiment recommander le livre de deux gaillards qui sont pleins de talent, qui sont Maxime Galligaro et Éric Carder, qui viennent de produire un roman policier qu'ils ont intitulé très justement Les Compromis, ce qui est vraiment la base du travail au Parlement européen, et préfacé par Cohn-Bendit, qui a eu comme moi, quand il a lu le livre, ça l'intéressait pas au départ, et il s'est dit, tiens, c'est vraiment intéressant. C'est un livre très, très, très élégamment écrit, c'est un crime. On voit des rapporteurs du Parlement européen qui sont précipités dans le vide, des crimes abominables, et c'est une enquête, alors l'enquête est c'est une trame, en réalité, de présentation de la vie du Parlement européen. Eh bien, je peux vous dire, ayant vécu dans cette instance pendant très longtemps, que c'est une illustration évidemment caricaturale à bien des égards, mais
plus archétypique encore que caricatural de ce qu'est la vie réelle au Parlement. Si vous voulez savoir ce que feront vos députés quand vous les aurez élus, vous avez tout à fait intérêt à lire les compromis. Vous passerez un très bon moment. Et pour moi, qui ai vécu dans cette affaire-là, ça m'amuse parce que j'ai toujours pensé, en voyant l'endroit où ils trouvent la morte, j'avais toujours pensé, quand j'étais au Parlement, que si j'avais un crime à faire, c'est par là que je précipiterais la personne qui devait mourir. Et je crois qu'ils ont réalisé ma pulsion profonde. Je soutiens la recommandation de Jean-Louis, car quoique n'ayant jamais été député européen et même n'ayant jamais été au Parlement européen, j'ai été et intéressé et amusé par ce roman policier. Lucille Schmitt. Oui, moi j'aime l'Algérie et j'ai envie de dire, pour ne pas céder au pessimisme, lisons ou relisons Le Premier Homme d'Albert Camus, qui est un roman magnifique sur l'enfance à Alger et qui rend compte en fait de la magie de ce pays, c'est-à-dire cette espèce de côté solaire, cette beauté de la nature, cette beauté de la société aussi, qui à mon avis reste en Algérie malgré ce que nous n'en savons pas. Mais je voulais aussi parler des paysans, parce que j'y tiens également, et vous dire d'aller voir ce film qui était sorti en 2017, Petit paysan, avec Swan Arlo, dans lequel il jouait ce jeune éleveur de vaches qui aime tellement ses vaches qu'il va s'engager dans une sorte de thriller. C'est un thriller psychologique et un drame en même temps. Swan Arlo, d'ailleurs, qui est à l'affiche dans le film de François Ozon, Grâce à Dieu, qui est un acteur absolument remarquable. Et je pense que si... comment s'appelle-t-il déjà Hubert Charuel a aussi bien réussi Petit paysan, c'est parce que lui-même vient de la ferme. C'est-à-dire que je crois qu'il y a quelque chose autour de ça. Je termine juste avec un troisième truc, c'est que, comme j'adore aussi Raymond Depardon, je pense qu'il faut revoir Profil paysan qu'il avait fait dans les années 2000, où en fait il a été suivre, vous le savez sans doute, à 3 reprises des paysans essentiellement lozères. Et dans ces profils paysans, il y a à la fois les vieux, ceux qui sont des cadras et les jeunes. Et je crois qu'il y a quelque chose sur la transmission qui passe là-dedans. C'est pas un hasard si Raymond Depardon vient de la ferme et qu'ensuite il va filmer un peu comme Hubert Charuel. Et ajoutez-y Bovine, qui est un remarquable documentaire sur les vaches. Nicole Mesotto. Sur l'Algérie, moi je voudrais recommander aussi la lecture de Kamel Daoud, Meursault contre enquête, qui est la contre-histoire de l'étranger de Camus, qui est extraordinaire. Il avait eu non pas le Goncourt malheureusement, mais le Goncourt du premier roman, qui est un roman absolument superbe sur la société algérienne. Mais c'était pas ça du tout ma brève. Ma brève, c'était sur Pouchkine. Parce que il se trouve que l'opéra de Tchaïkovski, La Dame de Pique, joue à Londres cette semaine, que je ne suis pas à Londres, que je vais aller le voir au cinéma la semaine prochaine. Mais du coup, je me suis dit que c'était bien de lire ou de relire Pouchkine, et notamment donc les récits de feu Ivan Petrovitch Belkin. Je ne les avais jamais lus. Je connaissais La Dame de Pique, mais je n'avais jamais lu ses nouvelles. C'est absolument exceptionnel. La Tempête de neige, c'est un thriller écrit par Pouchkine, c'est écrit absolument comme un roman policier. Donc je recommence ces 5 ou 6 nouvelles, et bien sûr La Dame de Pique avec ce clin d'œil de la mort aux joueurs, qui est quelque chose qui me touche assez. François Bujon d'Étang. C'est bien de redécouvrir les classiques. C'est bien. C'est vrai J'avais que pensé les à vous en récits faisant. d'Ivan, j'espère, ça me fait très plaisir. J'aime beaucoup les récits d'Ivan Pietrovitch Bielkin. Non, moi, beaucoup moins poétiquement, je reviens à la géopolitique un petit instant, simplement pour saluer la sortie du livre de Thomas Gomard, qui est le directeur de l'IFRI, et qui a publié chez Talandier un livre qui s'appelle L'affolement du monde, et qui est une espèce de tableau du monde contemporain et de toutes les coutures qui craquent dans le monde contemporain par rapport à ce que nous en avions hérité. C'est un très bon livre, assez pédagogique d'ailleurs dans sa présentation, qui passe en revue les défis du monde nouveau. Mais je trouve que l'analyse de Thomas Gomard sur les principaux protagonistes, sur la Russie, sur la Chine, sur les États-Unis, est très très pertinent, et la façon dont il voit se consolider ce triangle un peu infernal sino-russo-américain, et dont il voit diminuer le rôle et les moyens d'action de l'Europe, est tout à fait saisissant. C'est un bon livre, clair, intéressant, et j'en recommande vivement la lecture. Je vous remercie. Vous pouvez vous inscrire pour l'émission en public à l'école alsacienne de dimanche prochain sur notre site. Vous pouvez également retrouver l'émission thématique sur l'Algérie que nous avions diffusée pendant l'été dernier. Et je n'oublie pas que cette émission a été préparée avec Charlotte Montier, que Nicolas Tourneau assure l'animation du site, Benoît Carré la transcription de nos conversations, que c'est l'arrière-boutique et Adrien Beccaria qui nous enregistre et Nouvelles Écoutes qui nous produit.
J'espère vous retrouver à l'école alsacienne dimanche prochain pour une émission en public suivie d'un échange avec la salle.